Sergio, salut. Salut Laurent, comment vas-tu? Ça va super. Je te remercie d'être venu à la maison, c'est cool. Enfin, on se voit. Ouais, ouais. Ça fait longtemps, on s'est rencontrés il y a 2 ans à Paris Mhm. lors de ta conférence. C'était au Survival Expo. Tout à fait. Tu y exposais tout ce qui se passe malheureusement en Afrique et un Mhm. peu partout dans le monde, mais toi c'est essentiellement l'Afrique. Ouais. Ça m'a beaucoup touché tout ce que tu pouvais dire et surtout tes actions concrètes que tu pouvais mener à travers ce que tu as fondé. Et Mhm. maintenant, tu es toujours président et fondateur de cette grande ONG qui s'appelle Wildlife Angel. Je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on en parle, qu'on discute de tout ça. Et puis, pour notre public qui éventuellement ne te connaîtrait pas, j'aimerais bien que tu te présentes. D'accord. Mais écoute, déjà, c'est un grand plaisir d'être avec toi. Donc, effectivement, tu disais que ça fait 2 ans qu'on. Non pas qu'on ne s'était pas vu parce qu'on s'était vu entre temps, mais la première fois qu'on s'est rencontrés, tu as tout à fait raison. Alors, pour aller à l'essentiel par rapport à la question que tu me poses, donc, je suis Sergio Lopez, donc président actuel et surtout fondateur de Wildlife Angel, donc, qui a été créé en 2015. Euh, cette création de l'ONG donc, a été précédée, si tu veux, de 2 années au cours desquelles, donc, avec ma compagne, parce que j'avais pris conscience bien avant que la situation de la faune en Afrique était dans une situation déplorable, mais j'avais besoin, si tu veux, donc, avant de me lancer dans la grande aventure de cette ONG, d'avoir des éléments donc, tangibles qui me permettent de construire un véritable projet, non pas sur simplement une idée, mais sur des fondamentaux. Et pendant 2 ans, donc encore une fois avec ma compagne, donc j'ai parcouru l'Afrique. On a fait à peu près une vingtaine de pays dans les grandes régions, Afrique de l'Ouest, Afrique du Centre, de l'Est et bien sûr Australe. On s'est alors effectivement j'ai une grosse expérience africaine. Ça m'a quand même facilité le travail, donc ça m'a permis d'ouvrir des portes, ça m'a permis de rencontrer des autorités, des institutions donc officielles dans ces pays-là, comme d'aller sur le terrain dans les parcs nationaux, dans les réserves. Et là, en fait, si tu veux, ça a été un, un audit qui ne dit pas son nom, mais grandeur nature, sur un grand nombre de pays. Et dans cet audit, il y avait deux objectifs fondamentaux. Le premier objectif, c'était de mesurer un petit peu l'état de la faune sauvage et donc de déterminer les niveaux de menaces qui pesaient, qui pèsent. À l'époque, c'était en 2013-2014 sur la faune sauvage. Donc, d'identifier ces facteurs de menace, de les dimensionner, et ensuite, le deuxième point, le deuxième objectif de ce grand voyage, etc., qui a été entrecoupé, je te rassure, hein, ça a été de se dire, ok, derrière ces menaces, quelles sont les réponses apportées par les gouvernements, par les autorités locales et par les rangers. Donc, comment ça se passe sur le terrain pour contrer ces menaces sur la faune sauvage. Voilà. En fait, ça a été donc pour certaines fois de la découverte, pour de nombreuses fois, ça a été malheureusement qu'une confirmation de ce que j'avais pu voir antérieurement ou de ce que j'avais pu détecter, si tu veux, au travers de ma vie passée. Et voilà, et ça m'a bien évidemment conforté, ça m'a apporté tous les fondamentaux dont j'avais besoin pour, pas me prouver parce que je le savais, mais pour m'entourer et pour mettre en place ce grand projet, parce que c'est toujours une grande aventure dans sa vie, que la création d'une telle ONG, dont la mission, alors Wildlife Angel, sa mission principale, c'est protéger la faune sauvage en grand danger d'extinction en Afrique. Ça, c'est la mission. Ouais, parce que pour faire court, pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir que la situation, elle est juste alarmante, critique et franchement regrettable. C'est un travail de fou qui a été fait par ton ONG, par toi-même, mais surtout le combat, il est permanent. C'est horrible ce qui se passe. En termes de chiffres, tu peux nous apporter Oui, alors nous, on a deux chiffres. Alors, des chiffres, on en a des dizaines, mais on va pas, comment dirais-je, c'est toujours un petit peu gênant, c'est abrutissant de sortir des tas de chiffres ouais, on sent et que que l'on ça. oublie le lendemain, Ouais. donc c'est génial. Donc, tant qu'à faire, il vaudrait mieux rester sur deux chiffres qui marquent et qui sont essentiels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'on a donc un abattage on a 3 rhinocéros qui sont abattus par jour, ce qui est quand même conséquent, et on est à peu près donc à un éléphant abattu toutes les 30 minutes. Ce qui veut dire que quelque part, donc là, on a un échange tous les deux qui va durer 1 heure, mais au cours de cette heure-là, on a 2 éléphants qui vont être abattus quelque part en Afrique par acte de braconnage. Je crois que ça, c'est marquant. Mm. Il y a donc au début du siècle dernier, donc 20e siècle, là j'entends, on avait à peu près donc plus d'une dizaine de millions d'éléphants en Afrique. On en avait à peu près 1 million d'ici une trentaine d'années. On est aujourd'hui à un effectif éléphants de savane et éléphants de forêt confondus pour l'Afrique tout entière
à un peu moins de 400 000 éléphants. Donc c'est dire quand même la situation dramatique, il ne faut pas avoir peur des termes, hein, dramatique des espèces sauvages, emblématique, mais qu'il s'agisse d'éléphants, de rhinocéros, de félins. Les lions sont en grave danger également, et d'une grosse partie également de la faune que le grand public méconnaît, connaît moins, mais dont la situation est aussi alarmante, en effet. Concrètement, ton ONG, donc si je l'ai bien compris, donc vous formez les rangers sur place en termes de formation, donc un appui logistique pour qu'ils soient mieux reconnus des gouvernements, des locaux. Vous travaillez beaucoup avec les populations locales. Oui. Et puis, au-delà de ça, vous formez aussi des gens en France qui peuvent appuyer les rangers. Donc c'est ça. Tout à fait. Alors, en fait, je rappelle la mission parce que c'est toujours important de revenir à l'essence même d'une activité. Notre mission, c'est protéger la faune sauvage en danger d'extinction. OK. Une fois qu'on a dit ça, c'est la mission. C'est la question qui brûle les lèvres, c'est OK, mais comment? Et dans la solution que l'on apporte, il n'y a rien d'innovant dans la solution apportée. Il y a des gens qui me disent, oui, mais alors vous utilisez des drones, etc. Non, c'est pas ça la problématique. C'est pas un drone ou plusieurs ou trois caméras dispatchées dans une nature qui va résoudre cette problématique essentielle. Comment peut-on protéger la faune? L'idée existe déjà. Ce sont les rangers. S'il y a un moyen véritable et efficace pour protéger la faune, ce sont les rangers. Donc on pourrait rétorquer en disant, ben alors c'est fait. Non, c'est pas fait. Parce que c'est pas le tout d'avoir des rangers, mais aujourd'hui, et encore une fois, ce sont ces 2 années au cours desquelles donc, j'ai traversé ces pays, j'ai rencontré les ministères, certes, mais je suis allé sur le terrain, j'ai vu le travail accompli par les rangers, mais j'ai vu surtout comment ils l'accomplissaient et dans quelles conditions ils travaillaient. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait, grosso modo, 4 natures de problèmes. Un problème organisationnel. C'était des gens qui étaient mal organisés. Ce n'est pas de leur fait, c'est au niveau de leur hiérarchie. Ouais. Deuxième élément, qu'ils n'étaient pas formés. Je te parlais tout à l'heure, je t'ai dit à un moment donné, j'ai identifié les menaces qu'il y avait. Et justement, on n'a aucune adaptation du niveau de compétence des rangers en fonction des menaces. Les menaces ont évolué, se sont aggravées, et les rangers ont gardé leur formation basique donnée il y a 20-30 ans. Troisième élément, l'équipement, qui fait complètement défaut aujourd'hui. Et dernier point, donc c'est le quatrième, c'est leur niveau de motivation. Alors on me parle d'argent, oui, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Certes, c'est un élément incontournable, la motivation, mais il y a aussi les conditions de travail qui sont dramatiques et catastrophiques. Et troisième point, l'absence de reconnaissance, c'est-à-dire que leur direction ne les reconnaît pas, les ministères éventuels ne les reconnaissent pas, et alors le grand public en Afrique est à des années-lumière de savoir ce qu'est un ranger et surtout de connaître les conditions difficiles de leur activité. Et donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, pour renforcer, tout du moins, pour contrer les menaces aujourd'hui et pour diminuer effectivement donc, la disparition des animaux, il n'y a que le corps des rangers qui peut y arriver. Mais pour que ce corps de rangers soit efficace et obtienne les résultats escomptés, il est nécessaire d'apporter une vision organisationnelle efficace, c'est ce que nous faisons, de les former non pas dans l'absolu, mais par rapport aux menaces qu'ils sont susceptibles de peser sur leur pays, sur leur parc national, sur leurs réserves, de leur apporter l'équipement en adéquation de la formation qu'ils ont obtenue. Et enfin, un dernier point, alors nous, malheureusement, comme on est une ONG qui n'est pas une ONG internationale, donc qui pèse des centaines de millions d'euros, loin de s'en faut, donc on n'a pas les moyens de les rémunérer à juste titre. Par contre, on leur apporte 2 éléments majeurs en termes de motivation, les conditions de travail, avec l'équipement, avec l'uniforme, avec ces éléments-là dont ils ont besoin, et surtout la reconnaissance. Parce qu'il y a un point, et ça je m'en suis occupé personnellement depuis 2015, c'est-à-dire que je parle des rangers dans toutes les conférences. Elles ne sont pas, et tu l'as pu le voir, ouais. Elles n'étaient pas axées que sur la faune sauvage, elles étaient axées aussi sur ces hommes et ces femmes qui, au quotidien, risquent leur vie dans des conditions difficiles pour défendre la biodiversité, parce que cette biodiversité n'est pas que la leur. Il faut à un moment donné que les êtres humains sur cette planète comprennent que ces rangers défendent une biodiversité qui fait partie du patrimoine de l'humanité.
Les éléphants ne sont pas africains, certes ils le sont, mais les rhinocéros, les lions ne sont pas africains. Pour moi, ils appartiennent à l'humanité tout entière. Qu'on soit péruvien dans son coin sur sa cordillère, ou qu'on soit donc en train de pêcher quelque part donc dans un atoll en Indonésie, tous ces gens-là ont un patrimoine faunique et les animaux emblématiques africains font partie du patrimoine de l'humanité. Donc reconnaissons le travail de ranger et au travers du travail que nous faisons sur le terrain, un des objectifs de Wildlife, c'est aussi de valoriser le métier du ranger. Et dans la dernière partie de ta question que tu m'as posée tout à l'heure, sur le rôle des Français, le rôle des Européens, ben là j'en arrive à ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais aussi besoin que cette reconnaissance se fasse au niveau européen, français en l'occurrence, puisque nous sommes une ONG française, mais aussi européenne, et je crois que bientôt ce sont les élections européennes, donc il faut parler également de notre présence au niveau européen, d'accord, puisque dans ce que je vais évoquer dans quelques secondes, il y a des Français, certes, mais aussi des Belges, des Suisses, des Italiens, on espère encore d'autres nationalités. C'est la raison pour laquelle on a mis en place ce projet Spotter, dont un des objectifs, bien évidemment, est d'appuyer les rangers africains sur le terrain, mais aussi que ces spotters se rendent compte de la réalité du terrain, se rendent compte de l'implication et du travail formidable d'abnégation de ces rangers-là pour, lorsqu'ils sont de retour chez eux, en France, en Europe en général, ben, ce soit effectivement des ambassadeurs qui portent la parole des rangers en Europe. Un jour, un ranger m'a touché. Il m'a dit, entre autres, il n'y a pas que lui qui m'a touché, mais celui-là en particulier m'a touché en me disant, tu vois, Sergio, à part les quelques formateurs qui sont à nos côtés sur le terrain, face à l'adversité, à patrouiller, à transpirer, à parfois également à saigner, le cas échéant, pour protéger la biodiversité, les autres blancs que nous connaissons sont des touristes qui viennent consommer du safari et repartent chez eux avec des images d'animaux. Jamais, au grand jamais, d'images de ranger. Et ça m'a touché et je lui dis, de manière humble, on va faire en sorte que ça change. Bien évidemment, pas dans l'Afrique tout entière, ayant des objectifs quand même atteignables, on est bien d'accord, compte tenu de la taille de notre structure. Mais je lui ai dit, au moins chez toi, dans ta réserve, ça va changer. Et c'est vrai qu'avec le programme Spotter aujourd'hui, ben, on l'a vu et on le voit dans les posts ou dans les témoignages de voyage que l'on a. On a bien sûr des photos d'animaux, mais on a des photos de spotters aux côtés des rangers, on a des photos de rangers, ce qui fait que quand nos spotters reviennent au pays, ils parlent autant de la faune qu'ils ont protégée que des rangers avec lesquels ils ont travaillé sur le terrain. Et ça, c'est une partie du chemin donc, qui est faite. Malheureusement, ce n'est qu'une humble partie. Et moi, mon objectif, c'est effectivement de déployer ce programme de manière à ce qu'encore une fois, ils puissent aider les rangers sur le terrain, mais que l'on puisse parler d'eux en France et en Europe, de ce formidable travail qu'ils font et qui ont grandement besoin d'être aidés par les Français et les Européens. Ouais, c'est un énorme travail que tu as fait, Sergio. Moi, je m'en rends compte parce que j'ai appris à te connaître. Comme tu dis, depuis ces 2 ans, on a communiqué par téléphone, on s'est croisés On s'est rencontrés, oui, j'ai vu. aux eaux de Thoiry, qui sont les partenaires actuels de Wildlife Angel. Ouais. Mais c'est incroyable l'idée que tu as eue et c'est fantastique. Je veux dire, coupler des citoyens, des volontaires, donc ceux qu'on nomme donc actuellement les spotters, à des rangers qui sont des métiers, c'est fantastique. Donc rangers et spotters main dans la main. Même combat. Les spotters sont les yeux et les oreilles des rangers, c'est techniquement sur le terrain, donc ils surveillent aux côtés des rangers, c'est bien ça. Voilà. Ils sont actifs. En fait, si tu veux, au départ, on est parti de 2 constats. Le premier constat est venu de notre communauté. On a une communauté forte qui nous suit depuis 2015, et d'ailleurs j'en profite pour les remercier parce que malgré donc tout ce qui est arrivé, parce qu'on a vécu des années difficiles, pas que nous, Wildlife, je parle de 2020, la Covid, 2021, le retentissement, les différentes guerres donc, qui se passent et qui géopolitiquement, comment dirais-je,
sont des facteurs de déstabilisation du continent africain. Et nous, il faut composer avec, d'accord? Donc tout cela, ben, notre communauté l'a vécu, nous suit. Et encore une fois, je la remercie grandement, non seulement par le suivi, mais également par les dons que l'on reçoit de cette communauté qui nous est très fidèle. Mais à un moment donné, cette communauté ne pouvait nous aider que par des likes, comme on dit aujourd'hui, en parlant de nous et en nous faisant des dons. Mais concrètement, comment pouvait-elle nous aider? Ben, difficilement, parce que former des rangers, c'est une activité particulière qui nécessite des compétences certaines, avec une grosse expérience de l'Afrique, et bien évidemment, mais quelqu'un qui est sur le terrain, qui que ce soit, c'est extrêmement difficile de nous rejoindre sur le terrain par rapport à ça. Donc ça, c'est un premier constat, c'est-à-dire qu'on s'est dit, comment est-ce qu'on peut associer cette communauté qui est fidèle et dont on a besoin, mais à un moment donné, de faire en sorte que quelque part, cette aventure de Wildlife Angels soit aussi leur aventure, et pas que par procuration au travers que de ce que nous vivons sur le terrain. Ça, c'était un premier constat. Deuxième constat, c'est de se dire, au même titre que la police d'ailleurs en France, hein, moi j'ai des amis policiers, ils me disent, de toute façon, le métier de policier fait rêver encore certaines personnes, et ils ne se rendent pas compte que quand même le métier de policier, bien souvent, c'est 80% d'observation de filature, et encore, même parfois plus, et peu en fait de pourcentage d'action. Et je leur dis, mais chez les rangers, c'est pareil. On patrouille, on observe en 80-90% du travail. Et le reste, c'est effectivement alors nous, on ne file pas, mais on va partir à la recherche des braconniers, on va les pister, on va les interpeller, on va mettre en place des embuscades pour les interpeller, le ranger. Mais par contre, effectivement, 80% de son travail, c'est sur l'observation. Et c'est là qu'avec les autorités de tutelle, avec les institutions, j'en ai parlé avec notre ministère de l'Environnement et des Affaires étrangères, pour leur expliquer le programme, on s'est dit, mais à un moment donné, des citoyens européens pourraient, comme tu l'as dit, je reprends ton expression, être les yeux et les oreilles de ces rangers, c'est-à-dire être en situation d'observation, parce qu'on a besoin d'yeux et d'oreilles. Souvent, les personnes qui ne sont pas trop, comment dirais-je, au fait de ce qui se passe en Afrique, on me dit, mais aujourd'hui, il y a des drones qui existent, certes, il y a des caméras qui existent, oui, bien évidemment, mais quand on a à gérer un parc national de 100 000, 200 000, 500 000 hectares, il en faudrait des drones, il en faudrait des caméras. Et il y a les problèmes d'électricité, les problèmes comment dirais-je, de réseau. Donc voilà, donc tout ça c'est très complexe en Afrique. Donc on ne peut pas faire ce que l'on veut. Très compliqué. Donc à un moment donné, on a besoin d'yeux et d'oreilles. Et là on s'est dit, on va proposer un poste qu'on a appelé spotter, c'est-à-dire opérateur de surveillance, à des Européens. On va bien sûr les détecter, on va comment dirais-je, les appréhender, parce qu'on ne peut pas envoyer en Afrique n'importe qui, donc il faut les sélectionner, il va falloir comment dirais-je, les former, mais au-delà de la sélection en termes de potentiel, il faut également mesurer leur degré de motivation. Il ne s'agit pas de faire venir des écotouristes, d'accord? J'ai une journaliste, je m'en avais parlé d'ailleurs, qui m'avait fait bondir il y a quelque temps en me disant votre programme d'écotourisme. J'ai dit, vous me parlez de quoi là? Il n'y a pas d'écotourisme chez Wildlife Angels. Oui, les spotters. Et là, j'ai failli hurler en disant, mais l'écotourisme, il y en a plein de programmes d'écotourisme. Il n'y en a qu'un, celui de Wildlife Angels, qui ne fait pas de l'écotourisme, mais qui fait effectivement de l'opérateur de surveillance, d'accord? Qui vit au contact du ranger. En première ligne, c'est notre slogan. Notre slogan chez Wildlife, c'est en première ligne aux côtés des rangers. Les spotters sont à première ligne aux côtés des rangers face à l'adversité. Par contre, ils ne seront jamais mis en situation de dangerosité. Ils sont là pour détecter. Et dès lors qu'ils ont détecté une intrusion potentielle, qu'ils ont détecté quelque chose qui ne va pas comme il devrait se passer, là, on alerte les rangers qui sont avec eux, hein, mais surtout on alerte ce qu'on appelle nous une QRF, c'est-à-dire une Quick Reaction Force, composée de rangers qui sont en astreinte et qui vont intervenir pour courir après les braconniers, les criminels, et les intercepter, et les arrêter, et les spotters seront placés bien sûr en sécurité, ils sont là pour surveiller et détecter. Et en fait, ça nous fait, si tu veux, un trait d'union entre l'Europe et l'Afrique, et effectivement, donc les objectifs sont les mêmes, le combat est le même,
Par contre, effectivement, c'est bien une équipe unie, main dans la main, de protection, mais avec chaque partie ses prérogatives. Les prérogatives des uns ne sont pas les prérogatives des autres, c'est-à-dire que les spotters ne sont pas armés, n'interviennent pas physiquement, ça c'est bien le rôle des rangers, mais par contre les rangers, ils peuvent effectivement se reposer un petit peu sur les spotters donc, qui sont là et qui sont encore une fois les yeux et les oreilles. Alors c'est un programme qui était projet en 2023, que l'on a testé au travers de ce qu'on appelle nous des rotations, c'est-à-dire qu'on fait partir ces spotters qui sont des volontaires pendant 15 jours sur le terrain. Donc on a eu comme cela 8-9 rotations en 2023. C'était un projet, on l'a testé, on a modifié certaines choses. Et donc depuis le 1er janvier 2024, ce projet s'est transformé en Team Spotter et donc est maintenant donc désormais un programme pur et dur de Wildlife Angel. J'ai envie de te dire félicitations. Quel C'est travail, gentil, merci. quel travail accompli, c'est incroyable. En gros, l'ONG Wildlife Angel, déjà, elle se veut de l'action sur le terrain. Oui. Ça, j'ai bien compris. Vous ne Clairement. discutez pas dans les bureaux. Non, Vous y allez parce que l'action, elle est sur le terrain, parce C'est que ça. les rhinocéros et autres animaux se font massacrer sur le terrain. c'est ça. Et tu as bien compris quel champ de bataille il fallait prendre. Ensuite, les pays du continent africain que vous avez déjà couverts, les précédentes missions, tout ça, parce qu'il n'y a pas que la Namibie Non. avec les actuels Bien sûr que shooters, mais il y a eu d'autres choses Oui. et d'autres rangers formés. Alors comme je t'ai évoqué tout à l'heure, donc suite à ce voyage en 2013-2014, qui n'est pas quand même, encore une fois, l'essence même du fondement de Wildlife, puisque c'est grâce à mon expérience de X années africaine antérieurement que j'ai eu justement cette étincelle. Mais si tu veux, la crédibilité, imagine donc un petit blanc français qui vient voir donc les Africains leur disant, mais voilà, je vais essayer de faire quelque chose avec vous, et surtout pas à leur place, avec vous, ça présupposait quand même que j'ai justement tout ce background derrière, donc qui leur amène aussi bien technique que culturel. Et là, j'insiste lourdement sur cette partie-là. Technique, certes, parce que si on ne connaît pas les animaux, si on ne connaît pas les techniques de déplacement, et surtout les techniques de protection, etc., donc on a du mal donc, à faire monter en compétence les rangers, mais culturel également, et ce côté culturel déterminant, parce que c'est ce qui a fait vraiment la différence entre Wildlife Angel et les autres. C'est cette culture qui s'appuie sur un respect essentiel, mutuel de ces populations, une reconnaissance de leur savoir et bien évidemment donc une humilité qui est indispensable pour être acceptée par l'Africain. Pourquoi bien souvent des ONG ou d'autres organismes ont eu des difficultés en Afrique en termes de résultats? Tout simplement parce qu'on est arrivé en tant que coloniaux à l'époque, néocolonialistes plus récemment, et en arrivant avec des solutions toutes faites. Je me suis appuyé sur ce background donc d'années antérieures parce que j'ai vu ce qui se passait, je les ai écoutés et je connais leur passé. Et j'ai fait ces 2 années beaucoup plus orientées sur ok les gars, où sont les menaces, quelles sont-elles, et dites-moi ce dont vous avez besoin. Et je ne suis jamais venu depuis 2015 avec des solutions toutes faites, il vous faut ça, ça, ça et ça. Non. Il y a ça, on réfléchit ensemble et vous me validez ce que je vais vous apporter. Et donc, pour répondre à ta question, où et comment, dans des pays, donc ça a commencé en 2015 par la Namibie, donc comme quoi c'est un juste retour des choses, puisque c'est par la Namibie que l'on a commencé, mais rapidement, donc, on est passé en Afrique de l'Ouest, parce que là aussi, j'avais donc une culture d'Afrique occidentale. On a commencé à travailler au Burkina Faso, sur des parcs nationaux du Burkina avec le ministère de l'Environnement burkinabé. Ça a glissé derrière ensuite avec le ministère nigérien. On a travaillé main dans la main sur un méga programme appuyé financièrement par l'Union européenne et par les Allemands de la GIZ, qui est l'équivalent de l'AFD française. La GIZ, donc, c'est un bailleur de fonds de l'Union européenne, mais un bailleur de fonds allemand, qui a apporté la partie financière dont avait besoin le programme, et on a repris en protection un programme de formation donc, sur le parc W, qui est un parc transfrontalier entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. On s'y est installé donc en 2018 jusqu'à un petit peu l'avant-Covid, mais ce n'est pas malheureusement l'avant-Covid qui nous en a chassés, ce sont malheureusement donc le déploiement
des unités djihadistes d'Al-Qaïda, de Daesh, enfin de tout l'AQMI sur l'Afrique de l'Ouest, qui nous ont, quand je dis nous, c'est pas nous directement, mais qui ont chassé tous nos rangers donc, et toutes les forces pour protéger la faune sauvage à l'extérieur de ces réserves chassées par les djihadistes. Et à un moment donné, notre ministère de tutelle, le ministère des Affaires étrangères, nous a demandé instamment de rentrer parce que nos formateurs, enfin moi-même, donc nos formateurs étaient cibles avérés d'AQMI là-bas, donc il a fallu rentrer. Et derrière, il y a eu la Covid, donc malheureusement, on a eu une grosse interruption. Mais nous avons fait également des opérations en République démocratique du Congo, malgré la situation très, très particulière de ce pays en Afrique. Également donc en Ouganda, plus récemment au Gabon. Donc voilà, on a eu quand même Cameroun également, Côte d'Ivoire également. Donc voilà, si tu veux, aujourd'hui, Wildlife Angel, après 9 années d'existence, peut se targuer d'être intervenu quand même dans des pays clés, même si aujourd'hui, et je le déplore, les pays qui sont mes pays de cœur, le Burkina et le Niger, nous les avons perdus, mais pour des raisons malheureusement autres. Et en plus, si tu veux, tout le travail de fond qui avait été sur la structuration du métier du ranger, etc., fait avec les gouvernements, mais tout ça s'est perdu parce que depuis les coups d'État et avec la France persona non grata dans ces pays-là, donc malheureusement, on ne peut plus travailler avec eux. Est-ce qu'un jour, ça reviendra comme avant? Je dirais donc sans aucune boutade, Inch'Allah. J'allais dire Inch'Allah. J'espère qu'un jour Ouais. on pourra y revenir. Ouais, c'est clair. Fantastique, fantastique. Tu as dit un mot clé, un mot que tu traduis et que tu définis différemment. J'aimerais que tu le traduises pour ceux qui nous écoutent. C'est le mot braconnage. Parce que tu as dit braconnage et tu as parlé de terroristes. Les échelles de braconnage, tu les as ciblées, tu les as catégorisées. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu? Alors si tu veux, je reviens encore une fois là-dessus, parce que c'est important. Tout le travail de Wildlife Angel mis en place en 2015 jusqu'à aujourd'hui s'appuie sur une typologie qui est issue directement de ce fameux voyage auquel je fais allusion et qui quand même encore une fois a été important aussi, c'est que grâce à ce, je te parlais d'audit en grandeur nature, mais c'est un peu ça, parce que cet audit en grandeur nature m'a permis, avant de mettre en place quoi que ce soit, de travailler avec certains de mes collaborateurs à l'époque et de se dire j'ai besoin d'une typologie pour identifier et pour classifier les niveaux de menace. Et donc, on ne va pas parler de terminologie pour l'instant, on va y revenir. Dans cette typologie, j'ai déterminé, si tu veux, 6 niveaux d'actes, on va qualifier de braconnage pour l'instant, c'est-à-dire un acte de braconnage, c'est quoi? C'est un acte d'abattage de faune illégale. D'accord? Et on va voir justement donc, où se situent ces différentes illégalités. Le premier niveau déterminé, c'est ce qu'on a appelé, c'est ce que j'ai appelé dans cette typologie, et c'est même pas un acte de braconnage pour moi, c'est la chasse traditionnelle. Il faut savoir, il faut rendre César à ce qui appartient à César ce qui appartient à César, les aires protégées, les parcs nationaux, les réserves, et ça parfois, et tu t'en souviens dans certaines conférences, les gens ça les déstabilise là-dessus. Complètement. C'est une notion purement occidentale et coloniale. C'est le colonisateur, avant 1960, qui a mis en place des aires de protection de la faune, parc national, réserve, d'accord, totale ou partielle, pour protéger la faune qui avait été largement disséminée par qui? Par le colonisateur aussi, au passage. Et donc, on a imposé aux Africains à l'époque, sous la colonisation, ces aires protégées. Et les Africains ont plus ou moins bien vécu, en général c'est un euphémisme, ont plutôt mal vécu, le fait qu'on leur dise, écoutez, nous, occidentaux, on décrète que toute cette zone-là, elle devient parc national, donc non seulement vous n'avez plus le droit de chasse ou de pêche sur ces zones-là, qu'ils soient historiques ou pas, et en plus, donc vous n'avez plus ce droit, mais vous allez quitter ces territoires. Alors certains y habitaient ont dû partir, et les dédommagements à l'époque n'existaient pas. Bon, même aujourd'hui, il y en a plus grand, il n'y a pas vraiment de dédommagements, mais à l'époque, il n'y avait pas de dédommagements. Qui plus est, il y avait aussi un attachement, alors là aussi, le colonisateur n'a rien compris, mais il y avait des espaces sacrés, soit parce qu'il y avait des génies de protection qui étaient sur place, et soit également parce qu'il y avait des ancêtres enterrés. Alors, le colonisateur n'en a que faire, et aujourd'hui,
Ben, même nous, les Occidentaux, on se dit, oh, les arts sacrés, les arts sacrés. Oui, mais moi, demain, je vais m'installer dans un cimetière, je vais décréter que c'est un terrain dans lequel je vais bâtir ma maison. Tu penses que les gens dans le village vont bien m'accueillir? Ouais. Il n'y a pas des ancêtres qui sont enterrés là? Et je vais un petit peu plus loin. Je vais rentrer dans une église, dans une synagogue ou dans une mosquée, et je vais faire ma maison aussi. Et les gens vont l'accepter. Ben, effectivement, donc nous croyons dans certaines religions à ces entités-là, eux croient dans les esprits de la forêt. Et c'est aussi, je dirais, légitime que nous qui croyons à tout ce qu'on veut, ou qui ne croyons pas. D'accord? Voilà. Et ça a déstabilisé l'Africain. Donc aujourd'hui, pour revenir à cette problématique, on a des chasseurs-cueilleurs, c'est très souvent des peuples, ce qu'on appelle les peuples premiers, les first people qu'on appelle, donc ça veut dire les Pygmées en Centrafrique, ça veut dire les Hadza par exemple en Afrique orientale, en particulier donc en Tanzanie, et les Bushmen donc en Afrique australe, qu'il s'agisse de la Namibie ou de l'Afrique du Sud. Ces peuples premiers ont eu l'habitude depuis des millénaires de chasser pour se nourrir, ça fait partie de leur culture. Et aujourd'hui, ben, on peut avoir des Bushmen, on a des Pygmées qui chassent par tradition, avec leurs arcs très peu puissants, avec leurs flèches empoisonnées, une antilope, ben, tout simplement donc pour manger. Et là, ce sont des délinquants, considérés par nous comme des délinquants. Donc ça, c'est le premier type. Ben, moi, je le dis clairement, ce type-là, nous, on le traite comme il se doit, c'est-à-dire donc en respectant la tradition. Et on sait très bien que l'antilope que ces gens-là tuent ne va pas précipiter, d'accord, l'extinction des espèces. Voilà. À un moment donné, on sait que, et moi je parle de braconnage, on parle de criminalité, n'oublions pas une chose, que des actes tout à fait légaux ont largement contribué au déclin de la biodiversité. Oui. Je parle du réchauffement climatique, je parle du conflit aux faunes, on va en reparler, je parle des industries qui sont tout à fait légales, les extensions minières, etc., leur paillage légal, d'accord, qui contribue largement à la perte de la biodiversité. Donc, de grâce, quand il y a un bushman ou un pygmée qui tue une petite antilope de forêt par acte de braconnage traditionnel, d'accord, on va considérer ça, je considère ça, et tant pis pour les animalistes, comme non-criminalité. Le deuxième niveau, c'est ce que j'ai appelé le braconnage. Maintenant, le premier, c'était la chasse traditionnelle. J'écarte le terme de braconnage volontairement. Le niveau de braconnage, le second, c'est ce qu'on appelle le braconnage de subsistance. C'est déjà arrivé, à l'époque j'expliquais en 2015 ce que c'était pour moi, et la Covid m'a permis de rendre ça beaucoup plus contemporain. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Covid en Afrique? Il s'est passé que du jour au lendemain, des zones donc, qui fonctionnaient très bien grâce au tourisme, etc., des Africains dont les familles fonctionnaient grâce aux subsides, donc aux devises occidentales, se sont arrêtés puisque la Covid a interdit les déplacements de population et le tourisme en Afrique. Pendant au moins une année, les parcs nationaux ont été fermés et toutes ces populations locales qui vivaient, pas largement, mais qui vivaient malgré tout avec les devises apportées par les touristes, n'avaient plus rien. Il n'y a pas d'aide en Afrique, il n'y a pas d'acidique, il n'y a pas toutes ces belles choses que nous avons donc en France en particulier. Du jour au lendemain, les populations se sont retrouvées sans sous. Et quand on se retrouve sans sous, c'est surtout sans possibilité de se nourrir. Et il y a eu des dérapages à l'époque de gens qui sont entrés dans les parcs nationaux, dans les réserves, simplement pour survivre. C'est un acte de braconnage, puisqu'ils n'ont pas le droit de tuer des animaux dans des zones protégées. Mais il faut bien manger. Pour survivre. Voilà. Alors quand j'ai eu certaines réactions négatives en France de gens qui me disaient « Oui, mais quand même, ils ne sont pas conscients d'eux », mais moi j'aimerais placer ces gens-là dans leur situation, parce que quand nous on a souffert de la Covid, ben, les frigos étaient malgré tout pleins. Alors peut-être pas de toutes les denrées qu'on voulait à l'époque, malgré tout, mais de quoi assurer notre subsistance largement. Ça c'est le braconnage de subsistance. Le troisième, donc on va crescendo. Hein. Ouais. Le troisième niveau, c'est le braconnage dit de représailles. Et ça, c'est un thème qui est intéressant puisque ça aborde ce qu'on appelle le conflit homme-faune. Et là, parfois, effectivement, ça surprend l'opinion publique quand ils entendent que il y a des éléphants qui peuvent entrer dans des villages, piller les greniers à 1000,
à Sorgho des villageois, parce que l'éléphant, c'est facile, il se nourrit, et là, il y a une quantité monstrueuse qui est offerte, mais cette quantité monstrueuse représente quand même une année de travail des agriculteurs africains. Je parle d'un village, moi, hein, Ouais. d'accord? Une année de travail d'un village. Lorsque tu as, par exemple, un Peul, tu as entendu parler de ces Peuls, donc ce sont ces nomades qu'on a en Afrique de l'Ouest, qui vont du Tchad aux confins de la Mauritanie, qui en reviennent, hein, donc sur des milliers de kilomètres, qui ont des petits troupeaux de chèvres, de, de, de vaches, etc., passent près des parcs nationaux et bien évidemment donc se font entre guillemets donc intercepter par des lions, par des léopards, par des hyènes, etc. Et ben, le Peul qui avait une vingtaine de chèvres se retrouve peut-être du jour au lendemain avec 3 chèvres parce qu'il y a une troupe de lions qui en a abattu 17. Là, ben, le Peul va réagir de la manière humaine tout à fait normale. Qu'est-ce qu'il va être? Il va entrer en représailles et donc ben, il va peut-être malheureusement empoisonner les lions. Il empoisonne son bétail, ok, bien sûr pour tuer les lions, etc. Mais en tuant les lions, il tue aussi les hyènes, il tue aussi les léopards, il tue aussi les chacals, il tue aussi les vautours. En fait, il tue toute cette chaîne alimentaire sans s'en rendre compte. Techniquement, là, pour qu'on comprenne, en fait, le paysan, il va empoisonner la propre une Là, carcasse de chèvre une carcasse, ouais, tout à fait. pour empoisonner les lions, C'est ça. mais la carcasse ensuite va être Absolument. mangée par des vautours. Donc en fait, sans le vouloir, il ne va pas tuer que les lions, mais il va tuer Tout à fait. toute une chaîne. Et ça, il faut le lui expliquer. Ouais. Parce que c'est pas le tout de mettre en place des mesures de rétorsion. Et c'est ça aussi, tu vois, quand je te parle de réponse adaptée, c'est pas d'envoyer des rangers pour lui taper sur la tête. Ouais. C'est à un moment donné de lui expliquer que ce qui s'est passé a tel retentissement. Et que les représailles qu'il a mis en œuvre, si tu veux, certes, on peut peut-être tuer les 2-3 lions qui étaient venus se servir sur la bête, comme on dit, mais malheureusement, il y a eu donc toute une circonstance, des conséquences en chaîne, qui fait qu'on a une grosse partie de la biodiversité qui a disparu à cause de cet acte-là. Et il ne faut pas simplement en rester simplement pour lui expliquer. Il faut aussi trouver des solutions derrière pour que ça ne se représente plus. Donc c'est avec lui qu'il va falloir trouver des solutions. Et là, parfois, ce n'est pas que nous qui les trouvons, mais c'est aussi solliciter des ONG qui sont moins sur le terrain comme nous, mais qui sont en appui, qui pourraient trouver des solutions. On a des solutions qui existent, hein, sur ce qu'on appelle donc la mise en place, par exemple, on a eu le cas donc, en Ouganda avec la mise en place d'apiculteurs, donc de miel, et donc la mise en place d'essaims d'abeilles, donc qui d'une part, pour les gens du coin, donc ça fait un nouveau niveau de revenu intéressant avec le miel, mais aussi donc les abeilles donc effraient les éléphants, ils ne viennent plus dans les zones en question. Donc il y a des solutions qui existent. Et c'est là le décalage, et moi je trouve ça extraordinaire, quand je suis un peu observateur d'extérieur, puisque j'ai cette double culture, et africaine et française, de voir en France d'une part des gens, quand on leur apprend qu'il y a des peuples qui empoisonnent, mais c'est une catastrophe, mais qu'est-ce que vous faites? Vous discutez simplement avec eux, mais il faut les sanctionner, il faut mettre en place de la rétorsion. Alors que nous, et je ne lancerai pas des polémiques ce soir entre toi et moi, hein, mais tu vis ici, donc dans cette région, on n'est pas loin du Jura, etc. Moi, en Alsace, je ne suis pas loin du Jura, et aujourd'hui, j'entends des gens autour de moi qui s'affolent parce qu'on a vu récemment près de chez moi un loup passer en Alsace et qu'il y a quelques lynx dans le Jura. Et on parle de conflit homme-faune. Certes, je peux le comprendre à l'échelle de la France, mais rendez-vous en Afrique, et là, vous verrez ce que sont réellement les conflits homme-faune, et surtout la disparition des habitats. Parce que derrière ce conflit, c'est ça l'enjeu majeur aujourd'hui. Et je te disais tout à l'heure qu'il y avait l'approche illégale, mais malheureusement, il y a aussi l'approche légale. C'est que quand aujourd'hui l'habitat disparaît, bien souvent, il y a des raisons légales derrière, c'est-à-dire que le gouvernement accepte l'extension humaine, accepte que les zones périurbaines s'étendent de plus en plus, accepte que l'agriculture intensive se développe également, accepte qu'il y ait donc de l'abattage dans les forêts de bois, l'abattage légal, et tout ça, si tu veux, encore une fois, contribue à la disparition des espèces. Mais là, on est dans un cadre légal. Et là, Wildlife Angel ne peut rien faire. Moi, quand j'ai des gens en face de moi qui me montrent des titres tamponnés par les autorités d'un pays dans lequel je suis, je ne peux qu'accepter ce document-là, d'accord? Et Wildlife Angel ne peut lutter
que contre l'illégal, pas contre le légal. Ah ouais. D'accord? On a déjà fort à faire avec l'illégal. Si en plus il fallait attaquer le légal, on s'en sortirait. Et après, les autres niveaux de braconnage donc, sont malheureusement beaucoup plus destructeurs. Il y a le quatrième, alors là on n'est plus dans le braconnage, moi j'appelle ça la criminalité commerciale, c'est-à-dire l'abattage d'espèces, et là cette fois-ci pour le business, pour la viande de brousse. La viande de brousse donc, est très utilisée en Afrique, très consommée en Afrique. Malheureusement, même la diaspora européenne, c'est-à-dire les Africains en Europe, donc, connaissent ces viandes de brousse, et régulièrement donc à Roissy, mais il n'y a pas que à Roissy, mais à Roissy en particulier, il y a des saisies donc, de viande de brousse, d'animal qui est abattu et envoyé dans la diaspora africaine pour consommation. Donc là, on est dans de la criminalité commerciale. Ok. L'avant-dernier, c'est ce qu'on appelle la criminalité mafieuse. Et nous, en Namibie, d'ailleurs dans le programme Spotter, on est directement concerné, puisqu'il s'agit de l'abattage d'éléphants en particulier, de rhinocéros, pour des trafics de cornes de rhinocéros ou de défense en ivoire. Et là, effectivement, donc là, ce sont des mafias internationales. Ce sont effectivement donc les gangs internationaux qui gèrent ça. Mais alors là, ce ne sont pas des gangs spécialisés dans l'ivoire ou dans le rhinocéros. Ce sont des gangs spécialisés en criminalité internationale. C'est-à-dire que ce sont les mêmes qui trafiquent les armes, qui trafiquent les stupes, trafiquent aussi l'ivoire et les cornes de rhinocéros. Donc là, on s'attaque à des mafias, et c'est pour ça que là, notre travail est conséquent, parce que nous avons sur le terrain des criminels qui sont quand même téléguidés. Alors, ce ne sont pas comment dirais-je, ces organisations qui sont sur le terrain, d'accord? Nous, on n'en voit, si tu veux, que des ramifications locales. Malgré tout, ce sont des gens qui sont commandés, qui sont téléguidés, donc, et financés, avec un bon degré d'équipement et de motivation, par des mafias internationales. Donc là, on a un gros travail à faire contre ces trafics-là. Et enfin, le dernier point, et je crois que c'était l'objet de ta question, le terrorisme, c'est qu'on s'est rendu compte que le terrorisme se finançait aussi sur la faune, mais pas que. Beaucoup d'organisations terroristes ont un impact négatif sur la faune, mais non pas parce qu'ils abattent les animaux pour les revendre, tout simplement parce que cela leur a permis de dealer avec les populations locales. C'est-à-dire qu'en s'implantant dans les parcs nationaux, cela leur a permis d'avoir un couvert végétal naturel, de se protéger des armées, quelles qu'elles soient, même parfois de l'observation par satellite. Ils étaient dans les forêts primaires, même dans les zones de savane, ils se sont mis là-dedans et se sont appuyés sur les populations, ont gagné le concours précieux des populations locales en leur disant, on va passer un deal. Avant, avec les autorités, vous aviez interdiction de chasser, de pénétrer dans ces parcs. Nous, maintenant, nous avons pris possession des parcs. Nous vous laissons libre accès dans les parcs, vous faites ce que vous voulez. Et en échange, les populations locales les tiennent au courant, les mouvements, etc. Et en fait, les terroristes se sont appuyés sur un réseau de renseignements construit par eux en autorisant aux populations locales de pouvoir chasser, de pouvoir consommer en fonction de leurs besoins donc, dans les parcs nationaux. Et ça, c'est gravissime parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les rangers sont même exclus de ces parcs et on ne peut même pas y revenir, tout du moins pour l'instant. L'ampleur a juste été incroyable. On passe du braconnier de village qui prend un appât sous le manteau. Et aujourd'hui, pour de la kératine, par exemple, parlons pour la corne de rhinocéros ou l'ivoire des éléphants, on massacre, comme tu dis, des animaux qui sont emblématiques. Et là, encore une fois, je vais apporter un discours un peu modérateur, même si effectivement c'est gravissime de voir ça. C'est que cette typologie nous sert à quoi? Cette typologie nous sert à être efficace sans dérapage. Parce que le danger, la position que pourrait avoir, dangereuse que pourrait avoir Wildlife Angel, serait, si tu veux, sur le terrain, d'être tellement omnubilé par le résultat qu'on pourrait avoir des dérapages qu'à un moment donné, on nous dise « Ouais, c'est encore des blancs qui sont à l'origine d'eux ». C'est la raison pour laquelle cette typologie nous permet de travailler avec nos rangers sur le discernement. On identifie la menace qui est en face. Et si cette menace, comme je te le disais tout à l'heure en plaisantant, c'est un bushman avec son arc et sa flèche empoisonnée qui vient de chasser une pintade, je te provoque exprès dans la comparaison, d'accord? On va peut-être pas avoir
le même niveau de réponse que s'il s'agit de mafias chinoises qui ont commandité donc des gangs locaux pour venir abattre une dizaine de rhinocéros pour, comme tu le disais, de la kératine qui se vend en corne de rhinocéros 60 000 dollars US le kilo sur le marché final. D'accord? Or, le danger, si tu veux, quand tu formes des gens, c'est que il y ait une uniformisation de la menace et une réponse non adaptée. Voilà. Mais là, quand c'est un bushman qui chasse ou que c'est quelqu'un, un peul qui va faire une opération de représailles, on va mettre en place de la discussion, de l'intelligence, de la compréhension et des solutions. Et peut-être qu'effectivement, s'il s'agit de terroristes ou surtout donc de gangs mafieux, là on aurait une réponse plus efficace et judiciaire. Tu vois, c'est ça qui était déterminant chez nous et c'est ce qui fait l'originalité de Wildlife parce que on n'est pas comme les autres dans notre construction de la réponse. Ton programme Wildlife Angel, il est juste unique en plus. Vous êtes les seuls à faire ça dans le monde. Alors, la formation de ranger, non, parce qu'il y en a qui le font. Alors, il y en a qui le font, il y a beaucoup d'entreprises. En Afrique australe, par exemple, en Afrique du Sud, il y a beaucoup d'entreprises privées qui le font parce que c'est une corde supplémentaire ajoutée à leur arc. Il y a également des anciennes forces spéciales, donc anglaises, voire américaines, qui sont essayées à ça, etc. Non, nous ne sommes pas les seuls, ni dans le monde, ni en Afrique. Par contre, on est les seuls à avoir mis en place le fameux programme Spotter. Ouais, c'est ça, oui, là nous sommes les seuls. Et par contre, nous sommes les seuls, oui, à se positionner derrière une typologie. C'est-à-dire en disant donc au gouvernement ou aux réserves avec lesquelles on intervient, avant d'intervenir, nous, on ne va pas avoir de réponse adaptée. Aujourd'hui, on aurait une tendance dans certains pays à avoir une militarisation de la lutte anti-braconnage. Moi, je ne suis pas trop pour. Moi, je dis tout simplement, il faut avoir des gens qui sont suffisamment souples pour analyser le degré de menace. Donc, tu vois, c'est une couche d'intelligence supplémentaire où on dit, non, nos amis africains, on va les rendre capables d'analyser une situation et d'avoir une réponse adaptée. Parce que dans la militarisation, on a tendance, une fois qu'on est formé et équipé, à faire du militaire tous azimuts. D'accord? Voilà. Là, non. Ouais. Un militaire, en face de lui, il a une armée, et il a un militaire aussi, qui a les mêmes objectifs que lui, inversé. D'accord? Or là, ce n'est pas tout à fait les mêmes choses, parce que le ranger peut avoir en face de lui un simple pêcheur, peut avoir quelqu'un qui a faim, peut avoir quelqu'un qui veut faire du business, donc il va tuer pour vendre de la viande, quelqu'un, effectivement, donc, qui est un terroriste. Voilà. Et donc, il doit avoir une réponse adaptée. Alors qu'un militaire, face à un militaire, il n'y a qu'une façon de se comporter. Comment on peut te soutenir, Wildlife Angel, l'organisation? On s'inscrit sur le programme Spotter, les dons, les partenaires. Oui. Où est-ce qu'on en est dans tout ça? Comment on peut t'aider, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent? C'est génial parce que tu as tout dit. Oui, je te remercie. Les dons, oui, effectivement. Donc les dons, même limités, aussi limités soient-ils, mais ça sert toujours. Tu as commencé par ça et c'est important et ça je tiens à le dire. Wildlife Angel, c'est du bénévolat à tour de bras. On n'a pas de salariés. Et on n'a pas de bureau extraordinaire comme certains de mes collègues autres ONG, donc parfois je suis invité, donc je vais dans leur bureau et je rêve. Ben nous, les bureaux, ils sont chez nous. Et quand on fait des réunions, c'est en visio. Voilà. Donc on a peu de frais de structure, donc ce qui veut dire que quand on fait un don, ben, il part sur le terrain. Pour équiper les rangers, pour les formations, etc. Pour payer aussi nos billets d'avion quand on se déplace. Il faut être clair, ils transporteront avec tout le monde, ça c'est vrai. Dont les dons, défiscalisés, parce qu'on est une association française d'intérêt général, donc on peut défiscaliser les dons relativement facilement. Après, le programme Spotter, bien évidemment, il faut rejoindre le programme Spotter, parce que quand on fait un don, on donne de l'argent, déjà peut-être, on me dit, ben, il est bien gentil, il nous dit que l'argent passe sur le terrain. Ouais, mais il y en a plein qui disent ça, et parfois on s'est rendu compte que c'était pas vrai. On peut ne pas me croire, ben justement. Si vous voulez avoir la certitude que l'argent que vous allez mettre va bien sur le terrain, ben vous inscrivez au programme Spotter, comme ça vous verrez que cet argent que vous mettez dans le programme Spotter, ben vous verrez, puisque vous serez sur le terrain, donc vous verrez où il passe. Voilà, donc venez, accompagnez-nous, venez aider nos rangers, et lorsque vous allez rentrer en France, soyez les ambassadeurs de ces rangers, parlez du métier qu'ils font, parce que c'est un de mes objectifs majeurs, celui-là, pour reconnaître le métier.
Et enfin, dernier point, c'est aussi, j'aimerais m'adresser aux partenaires potentiels. Qui seront les partenaires? Les entreprises. Vous êtes toutes et tous dans des politiques DRSE où parfois vous voulez vous donner bonne conscience. Pour une fois, vous n'allez pas vous donner bonne conscience parce que vous allez faire quelque chose d'utile. Dans le programme RSE, les entreprises vont parfois, pas toutes, mais parfois s'inventer des opérations en disant ben oui, quelque part ça peut contribuer. Non, là ça ne peut pas contribuer. Ça va avec certitude contribuer parce que cet argent-là va nous aider. Un programme spotter, une rotation spotter, tu as bien compris ce qu'est une rotation, c'est un départ pendant 15 jours de gens, de volontaires qui vont s'unir à un moment donné, qui ne se connaissent pas, qui viennent d'horizons différents, que nous allons former, préparer, motiver pour qu'ils fassent cette rotation. Qui empêche une entreprise à un moment donné de privatiser une rotation en se disant mais écoute, moi tu sais quoi, je vais envoyer 6 salariés de ma boîte dans ce programme et ils vont faire une rotation donc et quelque part ce sera la rotation de l'entreprise sur le terrain. Mais bien évidemment ce serait une idée géniale. Le team building utile. Un team building utile et pas un team building qu'on va s'inventer parce que quelque part ça pourrait être dans le cadre de la RSE. Non. Là, vous allez avoir un team building, vous allez avoir donc une équipe soudée. Et comment mieux souder une équipe que de la faire participer à la protection d'espèces sauvages avec des rangers. Donc là, c'est même plus l'équipe de 6 qui va être soudée, mais avec l'équipe de rangers. Et toute cette alchimie va se mettre en place. Et ensuite, ils vont rentrer chez eux, en France, pour reprendre leur activité avec qu'ils auront vécu. Mais c'est le meilleur team building qu'une entreprise puisse rêver. Wildlife Angel donne en plus la possibilité à cette entreprise donc d'agir pour la protection de la diversité dans le cadre de la RSE. Sergio, merci pour ce que tu es, cette grande personne. Tu peux nous montrer ton livre, l'un de tes livres, s'il te plaît. Alors l'un de mes livres, effectivement, donc il y a des livres beaucoup plus techniques et donc non. Par contre, on ne va pas en parler là, on va dire ce sera peut-être l'occasion de se revoir encore une fois, parce que j'apprécie vraiment les conditions de ton accueil. Donc ce livre, en fait, c'est tout ce qu'on vient de parler, c'est ce dont on a parlé, c'est-à-dire donc avant Wildlife, la création et les quelques années qui ont suivi. Il a été fait pendant la période de Covid, donc tout ce qui se passe avant la Covid. Après, je pourrais en écrire un tome 2 d'ailleurs justement sur après la Covid, comment ça s'est passé. Mais effectivement, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément d'anecdotes. Quand je te parlais tout à l'heure de technique et de culture, là le lecteur retrouve les deux, c'est-à-dire toute ma culture africaine, c'est-à-dire ces années absolument extraordinaires qui se sont passées donc avant la création de Wildlife et qui m'ont à un moment donné justement forgé un petit peu cette envie et surtout d'une part cette humilité et surtout cette admiration pour le continent africain. Et quand je dis le continent, je mets les animaux, les espèces emblématiques, mais surtout, tu l'as bien compris, ces femmes et ces hommes qui ont fait l'Afrique et qui font l'Afrique et qui feront l'Afrique de demain. C'est la présentation de Wildlife Angel, certes, mais c'est aussi une ode à l'Afrique. Ce bouquin, c'est une ode aussi aux populations parce que ce sont elles qui m'ont donné la force, l'envie et aussi la force de me battre. On le verra pour les lecteurs qui sont intéressés. La création de Wildlife Angel, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a eu des grandes joies, il y a eu de très grosses difficultés, il y a eu des bâtons dans les roues, il y a eu malheureusement des événements dramatiques qui se sont passés, il y a eu plein de choses qui ont fait justement et qui font la vie de cette ONG. Et donc voilà, tout ça si tu veux, donc le lecteur peut le découvrir et encore une fois voir que se lancer là-dedans, c'est un challenge. Le bouquin ne finit pas, Wildlife. Au contraire, je dirais quand on a fini la dernière page, tu l'as lu. Hein, c'est un commencement. C'est un commencement, c'est une ouverture vers le reste. Et moi, derrière moi, la plus belle chose qu'on puisse me souhaiter, c'est pas de continuer, etc. C'est pas ça. La plus belle chose qu'on puisse me souhaiter, c'est de me dire que le jour où physiquement je ne serai plus en état, ou tout simplement je ne serai plus sur cette terre, c'est que la démarche, l'envie perdure derrière et qu'il y ait peut-être des gens comme toi et comme d'autres, des femmes, des hommes, peut-être des gamins aujourd'hui mais qui seront des adultes demain, que vous puissiez faire perdurer cette activité
encore une fois, c'est pas simplement pour me rendre service, parce que je ne serai plus là, pour me satisfaire, mais c'est surtout parce que euh, la biodiversité en a sacrément besoin. Et quand on voit aujourd'hui tout ce qui se passe, et je finirai cette notion-là, tout ce qui se passe sur les difficultés de tout un chacun pour finir le mois, pour pouvoir se chauffer, pour pouvoir se manger, avec toutes les menaces qui pèsent sur nous, on n'avait pas suffisamment à faire avec le réchauffement climatique. Maintenant, il faut que des individus veulent retrouver les empires d'hier et donc se lancent dans des guerres éperdues, etc. Donc tout ça, c'est fort déstabilisant, mais malheureusement, la biodiversité est là. Et malgré tout ce qui se passe, il faut penser aussi à elle. Donc c'est pour ça que rejoignez Wildlife Angel, mais si vous ne pouvez pas, donc aidez-nous, parce qu'on en a sacrément besoin, et tous ceux qui vont me suivre derrière en auront besoin, autant qu'on en a besoin aujourd'hui. Merci de ton accueil, mais vraiment du fond du cœur. Sergio, merci. À très bientôt mon pote. À bientôt. Sur le terrain. Ouais, sur le terrain. Ciao, ciao.